Bonjour à tous, bienvenue dans Délivrez-nous. Nous sommes aujourd'hui chez Martel pour rencontrer Benoît Dutertre, écrivain, journaliste, critique musical. Il est également l'arrière-petit-fils de René Coty, président sous la 4e République, époque justement où se situe son dernier roman, Ballet Rose, publié aux éditions Grasset. Retrouvons tout de suite Benoît Dutertre. Benoît Dutertre, bonjour, merci d'avoir accepté cet entretien autour de Ballet Rose, qui nous plonge dans les années 50 et la 4e République. Vous relatez cette fameuse affaire de mœurs qui éclate en 59 et dans laquelle sera condamné André Le Troquer, ancien président de l'Assemblée nationale. En quoi consistaient ces Ballets Roses en quelques mots? Ces Ballets Roses consistaient dans ce qu'on appellerait plus simplement du détournement de mineurs. C'était des très jeunes filles qui n'étaient pas exactement des enfants, elles avaient entre 14 et 18 ans et qui ont été séduites par un faux policier qui lui-même les a présentées à tout un tas de messieurs relativement âgés, relativement fortunés, pour abuser d'elles, encore qu'elles étaient consentantes, mais en tout cas, il se trouve que voilà, elles ont été manipulées à l'évidence par cet homme et notamment par un de ces messieurs qui en a donc profité et qui était André Le Troquer, à l'époque président de l'Assemblée nationale. Et juste simplement, c'est pour cette affaire qu'on a inventé l'expression Ballet Rose. Ça a été inventé par un journaliste et ça a donné un côté un petit peu léger, un petit peu olé olé à l'affaire, qui est en fait un peu plus simplement sordide que ça. On voit défiler une galerie de personnages exceptionnels dans ces Ballets Roses, vous l'avez dit, un faux policier, ancien chauffeur de la DST, une fausse comtesse roumaine, un coiffeur pour célébrité. C'est ce qui vous a attiré vers ce fait divers en particulier? Ce qui m'a attiré, c'est que de toute façon, je suis toujours un petit peu choqué par la façon dont les faits divers à caractère sexuel excitent la population, comme si derrière la réprobation, il y avait en même temps une façon de se gargariser des perversions des autres, et puis les faits sont enflés, sont déformés. On a vu ça à propos de l'affaire Baudis, par exemple, d'une façon absolument invraisemblable. Donc je me disais, c'est intéressant avec le recul de voir une vraie affaire de ce genre, de voir qu'est-ce qui s'est passé en réalité, qu'est-ce que c'est devenu dans l'opinion, c'est devenu cette expression Ballet Rose qui ne veut pas dire grand-chose, et d'aller retrouver la réalité des personnages. En plus, ça m'intéressait parce que c'est aussi les années 50, et que c'est une époque que j'aime bien, c'est le Paris d'après-guerre, qui ressemble beaucoup au Paris d'avant-guerre, c'est l'époque des films policiers en noir et blanc, des séries B françaises, des chanteurs de cabaret, voilà, de Juliette Gréco. Moi, c'est un monde que j'aime, voilà. Et André Le Troquer a un parcours remarquable, d'une ascension vertigineuse à une chute tout aussi vertigineuse à cause de cette affaire. C'est un personnage romanesque par excellence? C'était un personnage romanesque pour cette raison en particulier, parce que, au fond, c'était mon but dans le livre. Je n'ai pas voulu avoir un regard manichéen sur lui. C'est pas un bon, à l'évidence, c'est pas vraiment un méchant non plus. C'est un personnage complexe. Il a été un enfant de Paris, courageux, qui s'est fait lui-même, qui est entré très jeune à la SFIO, qui a été un militant socialiste auprès de Jaurès, de Blum, etc. Il a été résistant très courageux. Il a été l'avocat de Léon Blum pendant la guerre, en pleine occupation. Il a été ministre de Gaulle à Alger. C'est un personnage qui avait un début de carrière tout à fait prodigieux et en même temps il a été rattrapé par ces pulsions sexuelles débordantes, obsédantes, etc. qui l'ont conduit jusque-là. Donc c'était bien de pouvoir montrer qu'un personnage ça peut être à la fois ceci et cela. Et cela en même temps. Avec cette affaire et le contexte politique et culturel que vous décrivez, on a un peu le sentiment d'une vaste comédie humaine. Ça vous amusait de montrer un petit peu l'envers du décor et les bas instincts qui s'expriment même dans les plus hautes sphères de l'État finalement? Oui, ce qui m'amusait, c'était aussi, notamment, j'ai envie de dire, le théâtre de la 4e République finissante, puisque cette affaire, elle éclate début 59, c'est-à-dire juste après le début de la 5e République. Elle s'est donc déroulée sous la 4e République, dans les 2 années qui précèdent, en une époque où le régime était en train de s'effondrer à cause de la guerre d'Algérie, à cause de l'instabilité ministérielle, et De Gaulle est arrivé pour donner une espèce de grand coup de balai dans tout ça, et les personnages de la 4e République sont un peu accrochés à leur pouvoir, et donc le Troquer, il fait partie aussi de ce jeu-là. Lui, il est très contre le retour de Gaulle parce qu'il veut rester en place à tout prix. Il est le 2e personnage de l'État. Et donc, il y a à la fois, oui, cette comédie du pouvoir et puis derrière aussi cette réalité des mœurs. Oui. Alors, René Coty, qui est le dernier président de la 4e République et qui favorise le retour du général de Gaulle et votre arrière-grand-père. Ouais, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles aussi cette affaire m'intéressait. À cette époque, bien sûr. Vous le décrivez comme un bourgeois modéré, respectueux des commences, et on vous sent un peu déçu qu'il soit dépourvu de contradictions comme à André Le Troquer. Sans aller dans les excès, vous en auriez bien fait un héros s'il avait été plus romanesque que d'un de vos livres?
c'est-à-dire, effectivement, moi j'ai grandi beaucoup dans toute cette imagerie de la 4ème République à cause de mon arrière-grand-père, dont le souvenir était encore très présent dans la famille, dans les tableaux, les photos, tout un tas d'anecdotes. Et en même temps, c'est vrai que René Coty, il a fini par incarner le bourgeois, très comme il faut, allant à la messe tous les dimanches, parfait dans sa morale, dans son attitude, etc. Et on a même été élevé là-dedans. Je veux dire, cet arrière-grand-père, c'était l'exemple absolu à suivre. Et bon, donc je me disais, mais au fond, est-ce que Coty, est-ce que De Gaulle, même, est-ce que tous ces personnages qui n'ont pas, évidemment, comme il est frasque de Le Troquère, ils n'avaient pas eux aussi des contradictions, des obsessions, peut-être sexuelles ou autres, etc. Ou est-ce qu'ils arrivaient, est-ce qu'ils arrivaient à canaliser tout ça dans leur idée de la France et de la politique et à évacuer tout ça? Donc, voilà, ce sont des questions qui m'amusaient de soulever au fil du livre. Et c'est vrai que j'aime bien mon arrière-grand-père, hein, c'est un homme cultivé, intéressant, mais c'est vrai que il y aurait une petite touche en plus de libertinage, ça m'aurait pas forcément dérangé. Le nom d'André Le Troquère est quasiment tombé dans l'oubli aujourd'hui, sauf quand on évoque cette affaire des balais roses. Est-ce que finalement c'est pas assez déroutant de voir ce que l'histoire retient de certains hommes? Oui, bien sûr, mais là c'est aussi la fortune d'une expression, hein, c'est le langage qui l'a emporté sur la réalité. Balai Rose, c'était bien trouvé, c'était un journaliste de France Soir, c'est tellement bien trouvé que c'est entré dans les mœurs pour désigner tout un tas d'affaires qui se sont déroulées depuis. Voilà, bon, c'est ça qui est resté. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, cette affaire, elle a quand même brisé net la carrière de Le Troquère, et que lui d'ailleurs a pu se raccrocher à l'idée que c'était un complot qui avait été monté contre lui pour l'éliminer. En ce sens-là, s'il y avait complot, il a été réussi, mais à mon avis, ça n'était pas le cas. C'était beaucoup plus simple que ça. C'est pour ça que moi, ça m'intéressait aussi de remontrer le personnage dans la totalité de sa vie, aussi dans son amour parfois pour les belles femmes, pour les aventurières, comme cette fausse comtesse. Il y a quelque chose aussi d'assez sympathique. Le jugement rendu lors de cette affaire condamne André Le Troquère, mais lui trouve des circonstances atténuantes, élude le préjudice psychologique subi par... Ça n'existait pas comme notion à l'époque. Je dis pas que c'était mieux, mais je dis il faut quand même qu'on pense que ce monde dont on vient, qui est tout proche de nous, avait des raisonnements très différents sur tout un tas de sujets. L'idée qu'une fille adolescente qui a certes pu être très blessée par une affaire de ce genre, l'idée qu'il lui faudrait une vie entière pour se reconstruire, qu'il faudrait pour ça que le coupable paye très sévèrement, c'est une idée qui n'existait simplement pas. Et voilà, je me demande si parfois on n'est pas tombé aussi dans une espèce d'excès inverse. Vous parlez justement de l'affaire Baudis, l'affaire Routreau. On est dans une forme de déraison aujourd'hui quand même. Oui, parce que par exemple, on a bien vu dans l'affaire Routreau ce que les rapports de prétendus experts psychologiques, ce que l'idée que le mineur ne ment jamais peut entraîner comme catastrophe. Bon, à l'époque, le juge, évidemment, est très paternaliste, il est très conservateur, il a plein de défauts au regard d'aujourd'hui. Il incrimine Saint-Germain-des-Prés. Il incrimine l'esprit de Saint-Germain-des-Prés, la libération des mœurs, etc. En même temps, il sait à peu près comment les hommes sont faits, les adultes, les adolescents. Il ne confond pas les coupables et les victimes, mais il a un discours relativement nuancé et à mon avis relativement lucide dans son jugement sur l'affaire. Bon, Le Troquère a été condamné, de fait, sa carrière s'est arrêtée. Est-ce que ça aurait été vraiment mieux qu'il soit condamné à une peine beaucoup plus lourde? Moi, je ne suis pas forcément partisan d'une justice la plus sévère possible. Hein. Vous avez mené une enquête très fouillée pour cet ouvrage, qui est très documenté. Vous avez fait des recherches dans les bibliothèques ou sur pageblanche.fr pour retrouver... plein d'endroits, oui. Est-ce que lors de ce jeu de pistes, vous avez éprouvé autant de plaisir qu'en composant un roman avec votre seul imaginaire? Ah oui, mais beaucoup, parce que c'était justement une expérience un peu nouvelle pour moi que d'aller dans les archives, de chercher des faits, de reconstituer une histoire. J'ai découvert en plus des lieux merveilleux, comme par exemple les archives de la préfecture de police de Paris, dans le 5e arrondissement, qui sont vraiment... qui conservent des documents très très importants sur toute l'histoire de cette ville et de sa population depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des fonds passionnants et voilà, donc il y avait le côté détective qui reconstitue une histoire qui m'a beaucoup passionné. Ouais. Alors, il y a différents registres dans Balai Rose, des chapitres avec la reconstitution historique, d'autres où vous évoquez votre démarche. Il y a un chapitre savoureux qui s'appelle Le temps des gueules, qui est très cinématographique. Vous aimez mélanger les genres dans un même ouvrage? Oui, c'est vrai. Dans mes romans, souvent, j'aime bien que chaque chapitre soit un peu comme un tout.
comme une petite nouvelle, comme une histoire, et l'ensemble de ces petites histoires formant elles-mêmes une grande histoire. Mais j'aime bien qu'un chapitre puisse être un petit essai sur la sexualité, un autre, effectivement, un épisode très précis de l'affaire, un autre, une réflexion sur la nostalgie, et que tout ça finisse par s'organiser dans une forme élaborée. Cohérente, voilà. Et vous êtes un nostalgique a priori, parce que vous parlez de ces années 50 comme l'ultime parade d'une France disparue. Pourtant, vous ne les avez pas connues ces années-là? Non, mais on peut être nostalgique de ce qu'on n'a pas connu. Au contraire, peut-être que si je les avais connus, je ne serais pas nostalgique. Mais ce qui m'intéresse, moi, si vous voulez, c'est que c'est la fin d'un monde, c'est-à-dire c'est la fin d'une certaine France. J'ai dit ce Paris en noir et blanc, ce Paris des quartiers populaires, cette France dominée par une justice bourgeoise un peu conservatrice, mais une autre façon de penser, ces messieurs avec des chapeaux, qui ont tous des maîtresses plus ou moins officielles, etc. C'est un autre monde qu'on connaît par le cinéma, qu'on connaît par le polar, voilà, qui moi me fascine parce qu'il est tout près de nous. Il est jusqu'à l'époque de ma naissance, au début des années 60, ça existait encore, et c'est donc de là qu'on vient. Et c'est vrai que c'est un monde qu'on a eu tendance pendant très longtemps à rejeter en disant oh, c'est ringard, c'est franchouillard, c'est fini, tout ça. Aujourd'hui, maintenant qu'on s'en éloigne et qu'on voit que ce dans quoi on est entré n'est pas forcément idyllique non plus, on sent que tout le monde finalement se met à aimer le général de Gaulle, les deux chevaux, les chansons d'Edith Piaf. Voilà. Dans un de vos précédents ouvrages, Chemin de fer, votre héroïne déclarait « Mon goût pour le monde en train de disparaître s'est transformé en idée fixe ». Est-ce que cette phrase ne peut pas un peu s'appliquer à votre œuvre d'écrivain? Oui, mais mon héroïne, elle dit aussi autre chose, c'est que peut-être que quand on a passé l'âge de 40 ans, comme ça, tout d'un coup, il y a une espèce de balance qui fait que le poids de ce qui est avant nous, avant notre présent, est plus important que le poids de ce qui reste à venir. Donc on regarde vers l'arrière. Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que la nostalgie, c'est aussi une valeur esthétique, c'est une façon de comparer les époques, de replonger dans le passé avec les yeux d'aujourd'hui. En même temps, je suis un nostalgique très contemporain, parce que dans la plupart de mes romans, j'ai des sujets et des actions très modernes. Mais en même temps, j'ai un regard critique sur le monde moderne, et ce regard sur le passé, c'est aussi une façon de créer du décalage et d'essayer de mieux comprendre dans quel monde on est aussi. Absolument. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Benoît Dutertre. Merci à vous. Belle et Rose aux éditions Grasset, et à très bientôt, j'espère. À bientôt, Merci, au revoir. Au revoir. Parlons à présent de promotion de la lecture avec l'opération Lire c'est délire qui se déroule tous les étés depuis 2004 dans notre département. Plus de détails avec notre reportage à la bibliothèque départementale. Lire c'est délire s'adresse aux jeunes de 11 à 16 ans. Tout l'été, une sélection de livres est mise à leur disposition dans les bibliothèques ou centres de loisirs du département. S'ils envoient par carte postale leur avis sur l'un de ces ouvrages, ils reçoivent un chèque livre en retour. Nous avons rencontré Cathy Itac, invitée par la bibliothèque départementale. Elle fait partie de la sélection cette année avec son roman « Rien que ta peau ». Je crois que ce texte, il a été écrit un petit peu comme le veut la collection, c'est-à-dire d'un seul souffle. J'ai essayé vraiment de garder cette espèce de respiration de cette jeune adolescente qui découvre l'amour. Et je crois que j'y ai mis finalement beaucoup de choses de l'adolescence, c'est-à-dire cette espèce de grand appétit vis-à-vis de la vie, de grande curiosité et de beaucoup de tendresse aussi. Voilà, tous mes livres, on me dit mais on ne sait pas exactement comment ça se termine. Moi, je viens d'un milieu quand même assez modeste. J'ai eu peu d'argent dans ma vie et j'ai toujours fonctionné avec les bibliothèques. C'est un vrai budget, les livres. Les livres, c'est un vrai budget. Et jusqu'à encore très récemment, je n'achetais pratiquement pas de livres parce que je n'avais pas les moyens. Donc, j'allais en bibliothèque. Pour moi, les bibliothécaires, c'est vraiment les gens qui vont faire passer. C'est un relais très important. C'est un relais très important. C'est eux qui font passer les livres, c'est eux qui les proposent, qui les défendent. Moi, je crois que j'aurais pas vécu tout ce que j'ai vécu s'il n'y avait pas eu les bibliothèques. La littérature, elle a encore un gros rôle à jouer. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut tout faire pour leur montrer que c'est pas dangereux, ça mord pas, ça brûle pas, mais que ça peut apporter beaucoup de plaisir. C'est peut-être un petit peu moins immédiat que de regarder la télévision, un film ou des médias qui sont plus faciles d'accès, mais que... moins passif aussi.
ça apporte un petit peu moins de passivité. Et je crois que quand on a passé le pas, les bibliothécaires, encore une fois, sont vraiment des gens qui font passer le message. Ça apporte autre chose, hein, qui arrive en complément du reste. Quand j'écris pour des plus jeunes, effectivement, je fais attention au style, je fais attention de ne pas mettre de mots compliqués pour ne pas bloquer la lecture. À partir du moment où j'écris pour des adolescents, comme pour Rien que ta peau, j'écris aussi bien pour des adolescents que pour des adultes. Là, je fais plus moi de distinction. À partir du moment où on est en âge de réfléchir par soi-même, je fais plus de distinction. Donc là, Rien que ta peau, il est sorti chez Actes Sud Junior, mais j'aurais aussi bien pu l'écrire avec des adultes. Simplement, c'est vrai que dans ce livre-là particulièrement, j'essayais de retrouver les émotions propres à l'adolescence. Je ne sais pas s'il s'agit vraiment d'une mission, mais moi je sais que dans mon travail d'écriture, j'aime bien mettre un petit peu le doigt là où ça fait mal. Peut-être aussi parce que moi, quand j'étais adolescente, j'ai pas eu forcément les réponses que j'attendais, pas forcément le soutien que j'attendais. Et que la littérature, ça peut être une façon de penser des plaies, de parler de ce qui est douloureux. Je crois que les adultes ont toujours un petit peu peur de parler de ce qui est douloureux pour les adolescents, mais les adolescents sont très demandeurs. En fait, ils sont vraiment à un moment de la vie où on côtoie de très près la vie, mais de très près la mort aussi. Et je crois que rien ne leur fait peur aux adolescents, contrairement aux adultes. Ils sont beaucoup plus ouverts. Donc c'est vrai que je fais une littérature qui est dans ce sens engagée, hein, mais engagée dans un dialogue avec la vie. Dans l'ombre d'Adrien, vous écrivez « Ça sert à quoi les mots? C'est du plaisir solitaire à partager. Des fleurs de mots, c'est de l'amour en phrases. » Est-ce que cela résume un peu votre démarche? Peut-être. Alors c'est vrai que dans l'ombre d'Adrien, j'ai écrit pas mal de slam dedans. Donc là, il y avait vraiment le plaisir des mots. Je crois que la littérature, on le disait récemment, c'est bien sûr il y a un thème, bien sûr Rien que ta peau, c'est une première relation sexuelle, bien sûr l'ombre d'Adrien, ça parle de la reconstruction d'un adolescent, mais je crois que derrière tous ces thèmes forts, il y a aussi le plaisir d'échanger des mots, il y a aussi le désir d'écrire bien, et que derrière cette écriture, il y a aussi un plaisir de lecture. Je crois que c'est aussi important, ça, il ne faut pas l'oublier. Les adolescents qui lisent le roman disent « mais il revient pas ». Et en fait, en discutant avec eux, je leur explique que l'amour, c'est ça aussi. Hein. Quand ça commence, on ne sait pas si ça va se terminer bientôt ou jamais. Et que c'est peut-être le passage dans l'âge adulte, il est peut-être là. C'est peut-être d'accepter qu'on n'ait pas toutes les réponses. C'est un petit peu moins rassurant, mais c'est aussi la vie. Je crois que quand on écrit, on est toujours très curieuse de voir un petit peu ce que les adolescents disent. Donc j'attends ça avec curiosité et impatience. Cette émission est terminée. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Délivrez-nous. À très bientôt.